monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un autre décor parce que ma bibliothèque est vraiment en bazar. Je suis en train de vider ma bibliothèque plus ou moins, donc je vous retrouverai de l'autre côté dans une autre de mes vidéos. Mais aujourd'hui, on va parler de 5 lectures que j'ai déjà effectuées dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, sous différents menus, différentes catégories. Je procède pas forcément dans l'ordre. On est aujourd'hui le 13 octobre, on est déjà à mi-parcours dans le challenge qui se termine fin novembre. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter quelques-unes de mes lectures que j'ai effectuées dans le cadre de ce challenge. Dans la catégorie gourmandise, il y avait le petit guide de la cure de raisin. Là c'est aux éditions Terre Vivante. Il s'agit tout simplement d'une démarche un peu scientifique de la part des équipes de Terre Vivante pour nous faire découvrir les vertus de la cure de raisin. Sur un panel de 500 personnes, ils ont demandé de suivre une cure de raisin, donc à manger que du raisin, pendant une période donnée, plusieurs semaines, et ces personnes ont relevé en fait tous les effets positifs ou négatifs dont vous avez quelques témoignages d'ailleurs dans ce petit ouvrage. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Déjà sur le protocole en fait à suivre, j'ai découvert qu'il était favorable de faire une cure de raisin avec par exemple du chasselas, en mâchant les pépins et en faisant attention à faire une purge avant pour vraiment vider les intestins entièrement, et aussi de faire très attention au moment de la sortie de la cure à ne surtout pas en sortir trop brutalement en consommant des produits lourds, gras, riches, etc. Et j'ai aussi découvert qu'il ne fallait rien boire, surtout, dans la demi-heure ou l'heure qui précède chaque prise de raisin, sachant que celle-ci se fait plus ou moins, on va dire, à volonté. Donc ça, c'est pour le protocole. Et pour les effets, alors le raisin est connu pour ses vertus antioxydantes, voire anti-cancer, puisqu'on a très peu de témoignages sur des guérisons miraculeuses de cancer, mais elles existent. Est-ce que c'est grâce à la cure de raisin ? On ne sait pas, mais peut-être que celle-ci y a contribué. Et en tout cas, les gens témoignent de beaucoup d'améliorations à de nombreux niveaux, que ce soit au niveau intestinal, au niveau de la perte de poids, du bien-être, mais aussi d'un point de vue vraiment mental, avec des migraines qui s'estompent, avec une meilleure qualité de sommeil, avec une meilleure vision de la vie, voire des états dépressifs qui sont gommés par cette cure de raisin. Donc je vous invite clairement à aller voir, même sur Google, des témoignages et un petit peu les idées qui sont véhiculées autour de la cure de raisin, surtout que c'était la période et que moi-même je me suis un petit peu essayée à l'exercice cet été. Donc un joli petit ouvrage qui m'a permis de découvrir cette cure dont j'étais très curieuse. Pour Fenêtres cassées, portes ouvertes, dans la catégorie automne frissonnant, il fallait lire un thriller. Et j'ai lu Été de Måns Kallentoft. C'est un auteur suédois qui, dans cette série d'enquêtes de Malin Force, elles sont au nombre je crois de 6. Été, c'est pas le premier volet, hein. Ça doit être le deuxième ou le troisième. Mais je voulais lire Été, parce qu'on était en été. Alors la Suède est frappée par une vague de chaleur sans précédent, des forêts brûlent, et notre enquêtrice, Malin Force, va travailler sur la disparition d'une jeune femme, et en parallèle la découverte d'une autre jeune femme, entièrement nue et violentée sexuellement, avec des traces un petit peu partout et surtout une peau intégralement nettoyée au cif. Cette jeune fille est enfermée dans son mutisme, elle ne veut pas témoigner, mais Malin Force et les autres enquêteurs, malgré la chaleur plombante, vont essayer de découvrir ce qui s'est passé et qui est l'auteur en fait de ces crimes en série. Alors Måns Kallentoft a donc mis en place une enquêtrice très intéressante, très intrigante, une femme très forte et aussi une mère de famille, puisque sa propre adolescente va être frappée aussi par cette série de crimes. Donc quelque chose de très brutal quand même pour une maman qui lirait cet ouvrage et qui pourrait être particulièrement touchée par ce qui arrive à ces jeunes filles. Une écriture très singulière, une enquête vraiment très très intéressante, et je trouve que c'est parmi un des policiers que j'ai lu, un des meilleurs policiers nordiques, avec une vraie ambiance très plombante, avec des relations entre les enquêteurs qui sont très très intéressantes, beaucoup de coups bas. Voilà, j'aime beaucoup quand il y a de la substance dans le commissariat, vous voyez, quand il se passe des choses derrière les portes, derrière les bureaux. Et on va aussi toucher à la vie privée de cette enquêtrice qui est aussi un petit peu tumultueuse. Donc j'ai beaucoup apprécié ce thriller et je vous invite vraiment à le découvrir si vous aimez les policiers, les thrillers nordiques. Sachant que là,
c'est pas le genre de thriller nordique où il va rien se passer. Clairement, il y a l'enquête, il se passe des choses, on ne s'ennuie pas un instant, et moi j'ai beaucoup aimé cette lecture que j'ai donc effectuée à moitié sur la plage. Alors dans Automne crépusculaire, il y avait Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, et il fallait lire un livre avec des mystères. Donc j'ai choisi La règle des 4 de Ian Caldwell et de Dustin Thomason, et là, on peut pas dire que ça a été une très bonne lecture, bien au contraire. Je me suis énormément ennuyée dans ce livre, bien qu'il ait question de mystère. Et c'est très dommage quand même. J'avais déjà lu un livre de Ian Caldwell qui s'intitulait Le 5e évangile, et dans lequel aussi je m'étais ennuyée à l'époque, mais j'avais pas fait le rapprochement entre les auteurs. Donc dans La règle de 4, il va être question du songe de Polyphile, un vieux manuscrit datant de 1499 et attribué à un certain Francesco Colonna. Ce texte est absolument imbuvable et c'est une longue épopée qui raconte les émois d'un certain Polyphile. Et c'est vraiment indigeste, quoi. Et donc, les savants, depuis des siècles, essayent de déchiffrer ce texte pour voir s'il n'y a pas des mystères qui se cachent derrière. C'est effectivement le cas. Le texte est entièrement codé. Pour décoder ce texte, eh bien, il se tire un petit peu dans les pattes. Il y a des personnes qui ont payé de leur vie. Et même, en fait, le papa de notre protagoniste, qui s'appelle Paul, puisque son père s'était dédié au décryptage de ce manuscrit, et aujourd'hui Paul en fait aussi le sujet de sa thèse. Paul va se lancer à corps perdu dans le décryptage de ce manuscrit, au péril aussi de sa vie ou de celle de ses compagnons, puisqu'en fait ils font les études à Princeton. On est donc dans une sorte de dark academia, dans une ambiance très académique, et ce livre parle beaucoup de littérature, il y a de nombreuses références à des textes très intéressants, et c'est un livre qui peut vraiment plaire aux amateurs d'art ou de littérature, et bien sûr de décodage. Mais moi, ça m'a pas passionnée. Je n'ai pas réussi à rentrer dans cette sphère estudiantine. Je ne me suis pas du tout attachée au personnage. Je me suis plutôt ennuyée. Et le décodage dont on a progressivement la suite, ça m'a pas passionnée et je suis sortie de cette lecture un petit peu tout ça pour ça, très déçue. Et bien que l'écriture soit très élégante, très intrigante, et bien malgré tout, voilà, moi je me suis ennuyée, j'ai pas passé un super moment avec La règle de 4, j'ai tout simplement pas réussi à rentrer dedans. Donc pour moi, c'est une lecture en demi-teinte. Dans Automne crépusculaire, dans la catégorie Le règne des phalènes, il y avait le mot animaux en mots-clés. J'ai donc lu ces 10 questions sur l'antispécisme, un très court essai de Jérôme Segal, publié aux éditions Libertalia. C'est passionnant, 10 petites questions qui vous définissent la notion de l'antispécisme, comment vous vous définissez aujourd'hui, est-ce que vous considérez que les animaux ont une place aussi importante que les humains dans la société actuelle, voire est-ce que vous vénérez les animaux. Mais avant tout, c'est un sérieux essai, c'est un ouvrage très sérieux, très condensé et très simple pour replacer cette notion d'antispécisme dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, à travers le monde, d'un point de vue religieux, philosophique, d'un point de vue de la société de consommation, d'un point de vue politique et juridique aussi, du moins pour le côté français et le droit européen. Et c'était vraiment passionnant. J'ai trouvé énormément de réponses à mes questions, des petites citations. On se rend compte qu'en fait, il y a des personnalités auquel on ne pensait pas, par exemple Kafka, qui était très impliqué dans la notion de la protection aussi des droits des animaux. Et c'est vraiment un ouvrage que je vous conseille si vous cherchez quelque chose de très court pour comprendre la notion d'antispécisme, si vous vous intéressez à cette notion. J'ai trouvé ça extrêmement bien fichu. Dans Automne frissonnant, il y avait aussi des pancakes pour 11 et il fallait lire un ouvrage de science-fiction, entre autres mots-clés. On a donc jeté notre dévolu avec Dorian, David et Caroline sur la saga The Expanse, dans laquelle on a eu très peur de se lancer, parce qu'il y a 9 tomes aussi épais que celui-là qui constitue cette saga de James S.A. Corey. Le tome 1 s'appelle L'éveil de Léviathan et ça a été adapté en série sur Amazon Prime, que j'ai déjà dévoré, en tout cas pour la première saison. Et j'adore, c'est une saga coup de cœur. Clairement, c'est le seul coup de cœur de cette vidéo. Mais alors, quel coup de cœur incroyable! C'est un ouvrage de space opéra qui va se placer quelque part entre un Germinal de l'espace, un Twin Peaks ou encore un Battlestar Galactica.
et voire même un alien. C'est absolument dinguissime, je suis complètement en amour de cette saga, en particulier avec le premier chapitre qui démarre sur les chapeaux de roue, puisqu'on est avec un personnage qui s'appelle Juliette Andromeda Mao, qui est sur un vaisseau dénommé le Scopuli, un tout petit vaisseau, et celui-ci se fait aborder par on sait pas trop qui, des pirates de l'espace, mais c'est bizarre parce qu'ils sont un peu suréquipés, on sait pas trop qui c'est. Ses compagnons vont se faire torturer les uns après les autres, pendant que elle est enfermée dans le hangar à marchandises. Et lorsqu'elle réussit enfin à s'en extirper, elle va voir à la salle des machines ce qui se passe, à la salle de contrôle, et elle découvre le module principal envahi d'une sorte de substance très bizarre qui ressemble à de la chair. Et lorsqu'elle s'en approche, elle distingue clairement le visage d'un de ses compagnons qui crie à l'aide. Elle pousse donc un hurlement et le chapitre s'arrête là. Donc là, vous êtes déjà en mode « Waouh, ok, ça part très très fort ». Ensuite, on va quitter le personnage de Juliette pour retrouver d'autres personnages dans ce roman choral qui vont de près ou de loin être liés au personnage de Julie Mao. Alors, on va commencer par le capitaine James Holden, qui est sur un navire, un vaisseau spatial, qui transporte de la glace. Et lui, il va répondre à un appel de détresse qui vient justement du Scopuli. Sur Cérès, un satellite, on va retrouver le commissaire Miller, qui lui va enquêter sur la disparition d'une jeune femme qui s'appelle, je vous le donne dans le mille, Juliette Andromeda Mao. Et il va développer pour elle une sorte d'attirance, une sorte de passion étrange. Et l'évolution de son personnage est juste incroyable dans ce tome 1. À côté de ça, vous allez aussi avoir la sous-secrétaire de l'ONU, dont les motivations, bien qu'apparemment assez pacifiques, vont finalement se révéler être pas si propres que ça. Et elle, en tout cas, on va la découvrir un peu moins dans ce volume, mais beaucoup du côté de la série. Donc vous voyez que tous ces personnages vont petit à petit se mettre en route vers ce personnage central de Juliette Andromeda Mao. C'est pour ça que je rapprochais le livre d'un certain Twin Peaks. Et on a une histoire mais absolument palpitante, puisque, comme vous l'aurez compris, l'humanité vit sur différentes planètes, sur des satellites ou dans des vaisseaux spatiaux. Elle occupe en fait tout le système solaire ou quasiment, et il y a des personnes qui vivent aussi sur la ceinture d'astéroïdes qu'on appelle les ceinturiens. De par l'absence de gravité, leurs corps ont poussé au fil des générations, ils se sont étirés. Et avec ces différences aujourd'hui morphologiques, James Corey permet d'aborder aussi la question du racisme et de la non-tolérance de tout ce qui est différent, alors qu'en vrai, c'est l'humanité, quoi. Donc c'est ultra passionnant. Les différentes thématiques, je pourrais même pas vous les décrire tellement il y en a. L'un des sujets principaux, c'est quand même, c'est pour ça que je vous parlais de Germinal, cette révolte qui commence à gronder auprès des ceinturiens qui payent de leur vie au quotidien pour extraire de la glace des différents astéroïdes afin de faire fonctionner les gens sur les différentes planètes, Mars, la Terre, Lune, pour qu'ils puissent vivre dans leur petit confort. Et les ceinturiens, c'est eux qui payent de leur vie. Il y a donc une sorte de révolte qui commence à gronder et l'eau devient un élément central dont la pénurie est quotidienne, et sans eau, l'humanité meurt instantanément. Donc c'est vraiment ça qui fait qu'il suffit d'une petite mèche pour que la guerre éclate. Et il y a déjà des conflits qui sont vraiment sous-jacents. Donc c'est un mélange de diplomatie, de politique. Il y a ce côté mystérieux. Quelle est donc cette substance? De quoi s'agit-il? Et vous êtes dans un truc... Il y a des combats spatiaux, il y a des... Mais rien que tout ça dans le tome 1, je veux dire, c'est incroyable. Je suis complètement gaga de cette série. J'ai qu'une envie, c'est de continuer. C'est un coup de cœur monumental. Je ne veux pas vous en dire plus, mais vraiment, ça se lit tout seul. L'ouvrage fait 700 pages. Et déjà, je vous dis, moi, j'ai bouffé... la deuxième moitié, je crois que je l'ai mangé comme ça, d'une traite. Donc vraiment, ça se lit tout seul. Il y a des passages aussi où il y a des réflexions, mais c'est normal, il y a un rythme qui est comme ça, dans des ouvrages de cette longueur-là, mais vraiment, je me suis lancée là-dedans, mais je suis tellement contente de l'avoir fait, c'est clairement mon coup de cœur de l'année, cette saga, je suis complètement à fond dedans, et de ce que j'ai vu sur la 4e de couverture du tome 2, on va un petit peu changer d'ambiance. Donc voilà, pour moi, c'est une saga qui continue, j'ai qu'une envie et qu'une hâte, c'est de la continuer, je vous la conseille 1 million de fois, même si vous êtes novice dans la science-fiction, parce que
c'est limpide, c'est clair, il n'y a pas des explications scientifiques à rallonge et vraiment c'est très facile d'accès quoi. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous aura plu. Pour ma part, c'est terminé. En tout cas, je fais plutôt de très bonnes lectures dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Et là, ça continue avec un livre sur Dracula. J'espère vous retrouver très prochainement dans une vidéo du côté de mon bazar, de l'autre côté de la pièce. Et en attendant, j'espère que vous aussi, vous faites de très bonnes lectures. J'espère que le challenge se passe bien pour vous. Et que vous allez pouvoir aussi commenter sous ma vidéo pour qu'on puisse interagir un petit peu autour de ces livres. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!